Chance, you are an outstanding role model and an inspiration to all of us who care about our next generation. Because of you, countless young people will grow up believing in themselves, fulfilling their God-given potential, and then reaching back and lifting up other people along the way. I can think of no better legacy to leave, and I am thrilled to celebrate you here. Vous avez entendu ce que Michelle Obama vient de dire? Oui, Chance the Rapper était tout. Vous en souvenez peut-être, ou alors vous avez oublié, mais franchement, dans les années 2010, Chance the Rapper était une espèce de grosse vitrine du hip-hop. On le voyait à la Maison Blanche, il était partout, toutes les célébrités parlaient de Chance the Rapper. Drake, I'm also coming for your muscles. So, videos and muscles, I'm on your ass. Drake? Certains disaient même que Drake avait du souci à se faire avec Chance the Rapper dans les parages. I want to get into all the stuff you do because you fascinate me. Thank you. Yeah, with everything, with your music. But Peut-être que certaines filles s'en souviennent, mais les mecs portaient tous une sorte de casquette d'étudiant quand ils sortaient avec un 3 dessus. C'était Chance the Rapper qui avait une identité visuelle. Il avait collaboré avec plusieurs artistes, notamment son idole Kanye West. Today, Chance is there just to be a friend. Y'all want to hear a fire joke? Yeah. Ha ha ha. Il avait même réussi un truc absolument exceptionnel, à savoir sauver SoundCloud de la chute, mais mieux encore, gagner le Grammy du meilleur album rap. Grammy que plein d'artistes veulent, Snoop Dogg, Nicki Minaj, ce Grammy-là, sans, et ça c'est pas rien, avoir sorti d'album. Cet homme marchait sur le rap game comme Moïse marchait dans la Bible, enfin, c'était grave. Jusqu'au jour où justement, il décide de sortir son tout premier album, et là, à ce moment précis, de façon totalement curieuse, tout va s'effondrer. Alors on va repartir au début des années 2010, il était une fois, c'est une histoire que certains d'entre vous connaissent déjà, mais bon, c'est la vieillesse, je radote. Ou alors, c'est le plaisir de vous raconter que il était une fois l'année 2011. Dans cette année-là, effectivement, les zones de Fleury s'étaient emparées des charts. David Guetta, Black Eyed Peas et plein d'autres étaient à fond dans la pop électro. Vous êtes abonnés là? Dépêche-toi! Ils avançaient sur le monde comme les Romains avançaient sur la Gaule, et justement face à eux, il y avait nous, les fameux Gaulois, la musique classologie. Nous étions partout dans le monde, en Europe, aux Antilles, en Amérique, et nous prions tous les soirs comme Cortex et Minus dans l'espoir d'enfin un jour pouvoir reconquérir le monde avec de la bonne musique. Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. Beaucoup de gens qui sont en train de liker, commenter, s'abonner, peut-être parce qu'ils avaient oublié de s'abonner les précédentes fois, peuvent vous confirmer ce que je dis. Et justement, on était aidés, on n'était pas seuls. On avait des artistes qui renouvelaient le game, un peu R&B, hip-hop, parfois un peu indépendant. Enfin, des gens comme Being Major, Frank Ocean, The Weeknd, Childish Gambino, qui ne s'appelait pas encore à l'époque Childish Gambino, et que je découvre justement dans la série Community, et qui fait cette transition-là. Et justement, il y avait un artiste qui s'appelait Chance the Rapper. On nous le présente comme un virtuose de Chicago, un jeune rappeur, chanteur qui sait absolument tout faire. À l'époque, il a un buzz incroyable sur les forums de musique, et un jour, je décide d'écouter sa fameuse mixtape 10 Days pour faire un peu comme tout le monde de la musique classologie là. Et ce qui me surprend à l'écoute, c'est qu'effectivement, c'est un album de rappeur de Chicago. Peut-être même un peu trop, parce que dès que j'écoute 10 Days, ma première réaction est de penser à Kanye West, qui est l'inspiration première de Chance the Rapper. Il le reconnaîtra dans plusieurs interviews. Le premier album qu'il achète, qu'il écoute, c'est The College Dropout. Did you guys listen to The College Dropout? Of course. Yeah, of course. I think I stumbled upon it at one point. Okay. Yes. Did y'all listen to Late Registration? Wait. I want him to keep going. Yes, we did. Okay. Oh, you finished? I'm done. Et pour moi, ce premier projet 10 Days, c'est vraiment la naissance du baby Kanye. Mais c'est bien fait. C'est-à-dire que on a une espèce de variation de ce que l'inspiration de Kanye lui apporte, avec la manière d'utiliser certains samples, et lui-même rajoute derrière un petit truc néo-soul. Mais quand vous écoutez par exemple Nostalgia, qui est une de mes chansons préférées de cet album, vous retrouvez dans le phrasé le flow de Kanye. I like to think we're playing a long game.
Vous écoutez aussi par exemple l'une des chansons Emma qui fait un peu un petit clin d'œil justement à Emma Ma de Kanye. En fait, on y retrouve encore son influence. Quand vous écoutez aussi Long Time qui est une de mes autres préférées du projet, vous retrouvez encore là une fois, même si c'est de façon moins professionnelle dans l'utilisation du sample, l'envie effectivement de rendre hommage à son idole. Mais ceci ne veut pas pour autant dire qu'il n'a pas de personnalité et c'est ça qui fait le stand-out, son flow totalement déstructuré et le fait que cette mixtape soit inspirée de sa vie. Il est au lycée, il fume la plante préférée de Bob Marley et de Snoop Dogg, il est exclu pendant 10 jours et il a la bonne idée de raconter ce à quoi ressemble sa vie pendant cette période-là. I'm still up, chain smoking, name dropping, good looking. L'homme buzz avec ce mélange, ce petit côté trap rajouté, ce petit côté jazz rap sur certaines chansons. Donc il réunit une scène beaucoup moins mainstream et au lieu effectivement de signer en major, première surprise, il décide effectivement de faire les choses par lui-même. Super intéressant comme marketing pour 2012, il décide de tout vendre sur son site, de vendre du merchandising, des t-shirts, des vêtements, des pancartes signées et un vinyle super original pour l'époque. Les fans peuvent uniquement se procurer l'album sur son site internet et il continue sa petite vie qui n'est pas si petite que ça parce que un an simplement après avoir sorti ce premier projet, il a eu le temps de faire la première partie de la tournée de Childish Gambino. Like, I love Chance, I fucking hate Chance sometimes. Like, sometimes he's a dick. Mais surtout d'enchaîner les featuring, les collaborations avec BG Chicago, The Kid, Twista, Vic Mensa qui était aussi un des autres rappeurs montants de l'époque, Action Bronson, Childish Gambino lui-même, pour sortir ce qui va devenir l'un des projets les plus importants de sa carrière, à savoir Acid Rap. Sur Acid Rap, comme son nom l'indique, il est arrivé là parce qu'il fumait. Il s'est dit, je vais continuer dans toutes sortes de farines, de bons liquides totalement brumeux. Donc en fait, l'album est fait totalement sous acide. Pour autant, il défend malgré tout de vrais points de vue musicaux. C'est pour ça que la critique va l'acclamer. On y retrouve premièrement toute la chaleur musicale de la soul de Chicago. Dans les influences, dès que vous écoutez l'intro avec BG Chicago The Kid, vous êtes directement plongé dans l'ambiance. Il est malin ici entouré d'une équipe qu'il appellera d'ailleurs plus tard de Social Experiment. Et il y a justement le pianiste Peter Cottontail qu'on retrouve sur plusieurs des titres. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand vous écoutez cet album-là, avec les références jazz, funky par-ci, et les histoires qu'il raconte, ça sonne vrai. Ça dénote quand même avec plusieurs des gamins de sa génération au niveau de la maturité. Le premier titre, il parle, et là c'est super important, de sa relation avec Jésus-Christ, du fait qu'il n'y croit pas vraiment, mais que il s'est imaginé de savoir s'il écrivait à Jésus sur Twitter, comment Jésus répondrait, parce que chaque jour il se passe quelque chose dans sa vie, chaque jour il se passe quelque chose dans sa ville, et il n'y a pas d'action, alors que la plupart des gens de sa ville sont des croyants, donc pourquoi on ne les aide pas? Et le projet justement se divise en deux parties. La première partie, c'est ce gamin parfait, de bonne famille, et qui te raconte des histoires touchantes avec le titre Cocoa Butter Kisses, ce qui est d'ailleurs la chanson la plus connue. On retrouve justement Twista et Vic Mensa. Et cette chanson qui a de l'humour, de la tendresse, raconte le fait que des fois ça te manque d'avoir les Cocoa Butter Kisses, qui sont donc les bisous qui sentent le beurre de karité. Les femmes noires de plusieurs familles afro-américaines utilisant le beurre de karité, des fois quand elles t'embrassent, il y a cette odeur là et donc du coup ils s'en amusent du fait que ça puisse manquer et c'est d'ailleurs un de ses titres les plus populaires jusqu'aujourd'hui. Il détaille les barbecues des familles nord-américaines sur Acid Rain et donc du coup ça c'est un peu le côté Kanye, garçon de bonne famille. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui surprend encore plus pour son âge à l'époque, c'est le côté, on dira, mini Kendrick Lamar. C'est-à-dire que il va sur des thèmes de la revendication. Sur la chanson Pusha Man, il raconte un peu la vie d'un vendeur de farine qui finalement se retrouve piégé par son propre schéma de vente de farine. Mais il met quand même de la tendresse dans la manière dont il parle de cet homme-là sans véritablement totalement le juger. Jusqu'à la fin où il s'en prend véritablement à l'État, disant qu'on ne fait rien pour les populations de Chicago. On l'entend dire, ils assassinent nos enfants, ils nous assassinent.
pourquoi ils n'en parlent pas? Ils nous ont désertés ici. Where the fuck is Matt Lauer at? Où se trouve Matt Lauer, qui est un journaliste américain très connu? Est-ce que quelqu'un peut ramener Katie Couric, qui est une journaliste américaine très connue? Ça veut dire qu'il prend position de façon politique pour la ville de Chicago. They murking kids. They murder kids here. Why you think they don't talk about it? Là, je sais que certains vont se dire, oui, non mais Stevie, pourquoi est-ce qu'on doit connaître tous les détails des chansons de la carrière de Chance the Rapper alors qu'il n'a même pas sorti d'album? Toi, tu as dit qu'il n'avait pas sorti d'album. Déjà parce que j'aime bien ces albums-là et que je les connais bien, mais c'est surtout aussi parce que c'est partant de là qu'on va avoir la furie autour de Chance the Rapper. Certains magazines vont même dire que c'est l'anti-Chief Keef parce que d'un coup, il représente ce jeune homme qui fait de la musique plutôt bien faite, très inspiré par Kanye West, mais qui a sa propre personnalité, qui a aussi le côté où il revendique des choses pour sa ville, donc d'un coup il devient un petit mini-héros pour Chicago qui est effectivement salué par la planète entière. On le voit en 2014 dans le WX Freshman Magazine, il garde exactement le même concept de vente, c'est-à-dire qu'il vend tout sur son site internet. Il y a des millions de téléchargements sur le site d'Adpif parce que tout le monde veut écouter cet album-là et qu'il a de très bonnes reviews, mais encore une fois, c'est une mixtape, c'est-à-dire que ce n'est pas un album officiel. Et quand on demande à Chance the Rapper et à son manager de l'époque s'il compte signer en major au vu de tout leur buzz, ils répondent que non, le système des majors est totalement dépassé, et au vu de son expression à l'époque, on peut y croire parce que il est à la Maison Blanche, il sort des films, il a des featuring avec tout le monde, il sort une autre mixtape en 2015, là, beaucoup plus jazzy, avec ses partenaires, et ça s'appelait Surf, et là encore, c'est un succès critique. Et il finit justement par rencontrer son idole Kanye West, qui le recrute en studio pour la composition du fameux album Life of Pablo. Et je trouve que si vous avez déjà écouté les albums de Chance the Rapper et l'influence de Chance the Rapper sur Kanye, et que vous écoutez justement Life of Pablo, sur plusieurs des titres où il est invité et où il travaille avec Kanye, on retrouve justement sa patte en fait. Ultra Light Beam, Famous. Je trouve que dans la manière dont il s'était inspiré de Kanye pour faire un peu progresser le son à sa propre façon, Kanye le récupère parce que Kanye sait très bien faire ça et le réintègre dans du Kanye West, et donc du coup ça donne quelque chose de super intéressant de les voir travailler tous les deux. Toujours est-il que c'est un aboutissement pour lui, et sur le coup il dit même dans plusieurs médias après que effectivement Kanye sera le réalisateur de son prochain album. Mais en attendant ce prochain album là, il fait une annonce qui est très importante 2 semaines après la sortie de Life of Pablo. Il tweet en disant: aujourd'hui c'est le dernier jour de mon ancienne vie, c'est la dernière cigarette que je fume, là je suis en train de me rendre à l'église, toutes les choses sont possibles quand on croit en Jésus-Christ. Et vous voyez donc que le chemin parcouru entre le petit qui fumait et ce jour-là est immense pour le laps de temps. Il ne croyait pas du tout au début, c'était un petit enfariné, et à la fin il décide de confier sa vie à son sauveur. Des millions et des millions de dollars, c'est ce que les labels ont proposé à Chance the Rapper afin qu'il signe avec eux. Pourtant, l'artiste refuse de signer et il continue d'avoir une expression incroyable, disant que ce schéma-là est complètement dépassé. Et justement, il sort sa 3e mixtape en exclusivité avec Apple Music, mais encore une fois, c'est disponible en streaming gratuitement. Pour l'époque, c'est un peu en mode what the fuck, pourquoi il n'accepte pas un vrai deal avec un label? Nous sommes en 2016, ça s'appelle Coloring Book, il y a plusieurs singles, et notamment sur le single No Problem, il répète qu'il déteste les labels et que ça ne va pas lui arriver. L'album est encore un succès critique, et honnêtement, pour tous ceux qui ont écouté Coloring Book, on peut avouer qu'il était encore une fois mérité. Très bien pensé, très bien structuré, très élégant au niveau des productions. Le seul petit bémol quand même pour la plupart des gens, c'est que la liste des featuring de cet album-là est incroyable. Future, T-Pain, Kirk Franklin, Anderson .Paak, Young Thug, Lil Yachty, 2 Chainz, et on garde effectivement l'idéologie qu'on retrouvait déjà un peu sur l'album sur lequel il a travaillé Kanye, à savoir Life of Pablo. Mais la question que beaucoup de gens se posent, c'est de savoir comment est-ce que ce gars-là fait pour payer tout ça en fait. Les autres ont besoin que les labels fassent des arrangements en major. Comment est-ce qu'un mec indépendant comme ça peut réussir à payer tous ces artistes-là? Il ne vend pas sa musique, il va juste en tourner et c'est rentable. C'est quoi le système derrière tout ça? Qu'est-ce qu'on nous cache? Et c'est là que les gens vont commencer à aller fouiller véritablement dans son passé, et qu'il va y avoir les premières polémiques sur Chance the Rapper en tant qu'agent du système, agent des majors, agent démocratique. Qu'est-ce que c'est en réalité? Pourquoi? Parce que les gens vont trouver que le père de Chance the Rapper était un ancien collaborateur de Barack Obama.
pendant sa campagne, qu'il avait rencontré Barack Obama bien avant de devenir une célébrité. C'est-à-dire qu'au moment où on le remet à la Maison Blanche, mais en fait, il les connaissait déjà bien avant parce que son père avait travaillé, avait fait la campagne pour Barack Obama. Son père était désormais, et ça c'est super important, l'un des acteurs de la mairie de Chicago. Il était l'un des votants du conseil de la mairie de Chicago. Et sa mère a travaillé pour le procureur général. Ça va commencer à faire jaser dans la scène hip-hop, surtout que les gens vont se dire, finalement, tout le discours autour de sa soi-disant indépendance, c'était en vérité qu'il était poussé par des gens qui étaient déjà haut placés, donc ça lui a permis de continuer à être haut placé, mais ce n'est pas véritablement avec l'argent des ventes de ses disques qui ne sont pas vendus qu'il a réussi effectivement à construire cette espèce de petit empire qu'il est en train de construire. De l'autre côté, les fans de Chance the Rapper et son manager répondent que non, en fait, nous on s'autosuffit grâce à la tournée, grâce à tout ce qu'on fait à côté, et on a un système qui deviendra le meilleur système face au label, ça on vous le promet. Dans l'euphorie du succès, tout se passe plutôt très bien, mais comme vous l'avez noté, il y a eu un changement. Le changement a été plus ou moins subtil, même si pour moi il ne l'était pas, mais Coloring Book, quand vous l'écoutez, c'est un album gospel. C'est-à-dire qu'exactement un peu comme Life of Pablo de Kanye sur certains aspects, là on est vraiment dans quelqu'un qui parle déjà de sa foi, du fait de vouloir éduquer la population, de faire des œuvres caritatives, et c'est encore à l'époque très bien reçu. Il fait tous les magazines mainstream parce que ça reste quand même du lisse dans la manière dont c'est fait, qu'il a un côté très bon enfant, qu'il va gagner un Grammy Award sans que ce soit un album officiel, donc du coup, pour le meilleur album de l'année face à Kanye West et Life of Pablo d'ailleurs, c'est pas rien. Glory be to God. L'ascension de Chance the Rapper à ce moment-là reste toujours incroyable au point où beaucoup commencent à faire ce parallèle avec Drake, à dire à Drake que l'autre là, vraiment il peut toucher une Amérique blanche puritaine, il est lisse, hip-hop, tout le monde l'aime bien, il est drôle, et d'ailleurs Drake lui envoie justement une petite lâcheté. On va dire que la lâcheté, c'est le pendant de la balle perdue, c'est-à-dire que c'est une balle perdue mais pas trop, tu tapes un peu pour savoir si l'autre peut te répondre, s'il ne répond pas tu passes à autre chose, s'il répond allez c'est bon c'est la guerre. Il répond dans les médias que non moi je vais pas lui répondre, je suis vraiment dans la maturité. Il fait tout un discours de kumbaya, les rappeurs doivent s'aider, s'entraider, et bizarrement ça ne le discrédite pas tout de suite. Ce qui commence à freiner la crédibilité de Chance the Rapper vient justement d'un bif qu'il engage pour sa communauté. Bif encore particulier parce qu'il se retrouve face à Spike Lee. Spike Lee à l'époque sort un film qui s'appelle Chirac. Le film raconte vraiment la violence dans les rues de Chicago, qui est une violence véritable, et il parle d'un groupe de femmes de Chicago donc qui se rebellent et décident de s'organiser pour se battre contre cette violence-là. Le film, en vérité, n'est pas extraordinaire dans le storytelling, mais de la part des habitants de Chicago, ça va être vu comme une mauvaise pub faite par Spike Lee contre les habitants de Chicago. Donc de fait, il va commencer à y avoir des gens qui vont menacer Spike Lee depuis Chicago. Et Chance the Rapper étant l'enfant de la ville, vraiment le gars bohème, le gars qui porte l'emblème de Chicago, ou alors défendant cette image-là à l'époque, va aller sur Twitter et il va effectivement dire que le film n'est pas bon, que le film exploite finalement l'image de Chicago pour se faire de l'argent et que Spike Lee finalement ne mérite pas tous les honneurs qui lui seront dus. La réponse de Spike Lee restera iconique selon moi dans cette période-là parce que Spike Lee, qui a quand même son petit caractère, mais qui biffe assez rarement quand même avec les artistes, il va aller à la radio et dire que Chance the Rapper, tenez-vous bien, est une fraude. Selon Spike Lee, Chance the Rapper a réussi à se hisser en tant que porte-parole du peuple, mais lorsque tu es porte-parole du peuple, tu dois parler de tout et pas uniquement de ce qui t'arrange. Et donc il continue en disant, il devrait plutôt parler de son père, parce que ce qui le gêne en réalité, c'est le fait que je critique la ville de Chicago et que son père, et là il ne se souvient plus du titre du père de Chance the Rapper, a travaillé et travaille encore pour le maire de Chicago. Quelle est la dernière fois que Chance the Rapper, le si bon Chance the Rapper, a critiqué le maire de Chicago? Je vais vous le dire, jamais. Il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que Chance the Rapper est une fraude. Et Spike Lee balance ça. Ça fait boom sur les réseaux sociaux, mais bizarrement, dans l'euphorie de ce gars qui va sauver SoundCloud, qui a encore cette super image, bah ça continue en fait. On le revoit à la Maison Blanche. Barack Obama le cite d'ailleurs pour une de ses chansons préférées de 2016, et quand il parle de la Maison Blanche, c'est lui qui fait le fameux sketch très hommage au R&B des années 90, encore une fois à l'Amérique mainstream, à la télévision américaine. Et à partir de là, tout le monde n'attend qu'une chose, c'est l'enregistrement de ce premier album qu'il promet depuis des années en fait. Au début, c'est censé être avec Kanye West. Finalement, il s'y met seul et les jours vont passer, les mois vont passer, la hype était toujours pareille, et un jour justement, Chance the Rapper va annoncer son premier album qui s'appelait donc The Big Day, et là absolument
tout va s'effondrer. The songs, the style of song that he was going for, just the sound he was going for, just sounds like this album will be on the Disney Plus app. Alors, on a souvent parlé sur cette chaîne de mauvaises critiques, de flops et tout. Mais ce que Chance the Rapper va vivre avec The Big Day, je pense que ça reste dans le top 3 des assassinats médiatiques que j'ai pu vivre dans l'histoire de la musique R&B hip-hop. C'est-à-dire qu'il va se faire lyncher. Et c'est pas par le public mainstream. Pour le coup, c'est par le public hip-hop, les amateurs de rap game qui vont être extrêmement durs avec lui. L'un des moments iconiques de cette période-là, c'est le youtubeur Lil Drop qui à l'époque est à son prime et qui... et qui fait cette chronique assassine où il dit que je te mets 0, j'ai écouté l'album, je ne mérite que 0 sur 10. Et les mots qu'il emploie dans la chronique sont extrêmement méprisants. I did not love a single song from this album, not one single track. There were moments where I caught a breath of like, oh, that's maybe could be decent, but it just did not pan out. And considering how long this record is and how consistently unbearable a lot of it is, I'm genuinely feeling like a strong 0 on this record. Mais quand vous allez sur internet, sur Twitter, ce jour-là, c'est vraiment d'une violence assez incroyable. Les gens disent que oui, moi je peux pas écouter cet album, on ne fait que parler de ma femme, Jésus. Parce qu'en fait, le premier album, comme on l'a vu, c'était le jeune homme qui fuyait les cours pour aller fumer de la marijuana. Le deuxième, il se questionne sur sa relation avec Dieu, mais en même temps, il prend beaucoup d'ecstasy. Le troisième, il commence à devenir beaucoup plus chrétien. Il se range, il a un enfant. Et le quatrième, en fait, c'est le mariage, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement, il va se marier et donc du coup il raconte un peu dans cet album-là comment il est heureux d'avoir rencontré cette fille, comment il est heureux de partager sa vie avec elle et The Big Day c'est le jour du mariage. Pour moi c'est un album que j'appelle de la barbecue gospel music parce que c'est vraiment ça en fait, on est dans le côté très uplifting, machin, get a bag, change ta vie, vas-y, motive-toi, c'est voilà, barbecue gospel music c'est une espèce de musique trop joyeuse, on va dire ça comme ça. Chance the Rapper's album wasn't bad. Niggas just don't want the positive shit, bro. Niggas want to hear about killing. Niggas want to hear about, like, fucking bitches. This nigga was too positive. This nigga was on some, yo, I love my wife. My wife is great. Marriage is great. I love playing on the swing with my kids. Oh my God, oh my God. C'est vraiment de la super motivation music. Quand je dis super, c'est-à-dire que c'est dans le sens de l'extra. Toutes les chansons sont très positives. La chanson d'entrée, c'est en mode c'est le jour, je serai monsieur, tu seras madame, on sera heureux, mes frères du quartier, faites comme moi. Enfin, c'est vraiment dans cette idée-là qu'il pense son projet. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand vous allez voir les critiques mainstream de Chance the Rapper, les notes sont moins bonnes que Coloring Book. Parce que je pense que objectivement, l'album est moins bon. Mais elles sont pas aussi dures et elles ne pointent pas directement ce que la communauté afro-américaine va précisément lui reprocher, étant que franchement frère, la musique de motivation, les textes de gnangnan là, on n'en veut pas en fait. Et ils vont pas se cacher pour le dire, ils vont le verbaliser. D'ailleurs, quand il va aller sur Twitter et qu'il va vouloir s'exprimer, le premier jour c'était très frappant que les gens l'attaquent tellement qu'il a envie de sauter la vie. Et quand il va dire ça, on va encore en rajouter en disant que non mais putain de fragile, déjà que toi tu nous fais chier avec ton truc là, maintenant qu'on t'a dit que c'est nul, tu en rajoutes. Plus tard dans le truc, il dit que les gens veulent que j'ai honte de quelque chose dont j'étais si fier. Je ne savais pas que le raconter, ça deviendrait un des pires moments. The first feeling I felt was like I felt like a lot of people were trying to shame me. You know what I'm saying? For being married? Yeah, just for the pride that I had in being married. You know what I'm saying? I understand that it's a different kind of thing. We're not used to albums celebrating marriage, especially not rap albums. Il va y avoir beaucoup de commentaires très misogynes par rapport à sa femme parce qu'on va estimer qu'elle est grande et tout et que bah finalement franchement quand il nous raconte ce qu'il nous raconte dans l'album et on la voit, bah on n'y croit pas. Donc vraiment encore plus c'est nul frère. Contrairement aux autres albums, la promo de ce disque est un chemin de croix. Vous le voyez même à son langage corporel. Et vous voyez aussi que quand il va dans les émissions hip-hop, il est très surpris de voir comment tout a changé. Parce que dans les émissions mainstream, il est toujours Chance the Rapper. Il est toujours le gars cool, machin, dans les émissions hip-hop. Maintenant, les gars l'accueillent en mode frère. Apparemment, les gens n'aiment pas trop ta chose. Et vous voyez aussi le côté où il a beaucoup d'arrogance parce qu'il était quand même le futur pasteur, le futur roi. Donc, il a beaucoup de mal à se remettre en question. Et ça va d'autant plus loin que quelques temps après, il annonce sa tournée en disant qu'effectivement, bon, même si cet album marche moins bien, j'ai imposé, et ça c'est super intéressant, un système depuis le début. Je fais des tournées depuis la première mixtape. Vous voyez, il n'a jamais vendu de disques. C'est la première fois qu'il doit vendre des disques, ça se passe mal, mais au moment, il peut se dire que d'habitude, je fais mes petites tournées et tout, donc je lance ma tournée et ça va bien se passer. Non. Sauf qu'au bout de 5 jours, Chance the Rapper est obligé d'annuler sa tournée parce que les tickets ne se vendent pas. Mieux encore,
il ne communique pas comme on voudrait qu'il communique. Pourquoi? Parce qu'il dit sur les réseaux, oui, finalement, je vais prendre soin de ma famille. Et les gens lui disent que non, c'est pas parce que tu veux prendre soin de ta famille. C'est-à-dire qu'il y a encore un bad buzz sur sa réponse de communication pour lisser l'affaire. Les gens lui disent que c'est parce que tu ne vends pas le ticket et les moqueries reprennent de plus belle. Il y a des mèmes qui sont devenus extrêmement populaires sur Internet juste à cause des moqueries autour de Chance the Rapper. Mais là où on pensait que le mec arrivait sur le pire, parce qu'on peut se dire que là franchement, ça fait beaucoup quand même pour une seule personne pour un même projet, il avait établi son plan de carrière avec un mec qui s'appelle Pat Corcoran. C'est vraiment eux qui avaient structuré tout ce truc-là, les deals, le fait de ne pas sortir directement d'album et qui semblait tout à fait révolutionnaire pour l'époque, notamment au niveau des vinyles. Sauf que c'est ce même mec qui va donc décider, juste après la fin de la promo de l'album, de traîner Chance the Rapper en justice, estimant qu'il a misé 3 millions de dollars sur le projet de Chance the Rapper, alors que le projet de Chance the Rapper, et ça franchement ça m'a toujours fasciné, selon lui, était un projet qui avait été mal conçu, que Chance the Rapper n'avait pas suivi ses indications lors de l'enregistrement parce qu'il était trop occupé et trop heureux de se marier, et donc finalement que le fiasco qui a résulté de cette ère-là était entièrement la faute de Chance the Rapper et que lui devrait être compensé de 3 millions de dollars. Chance the Rapper a fait une contre-plainte, mais le fait que cette plainte-là ait été diffusée de façon publique a rajouté aux côtés des moqueries autour de Chance the Rapper, disant qu'effectivement c'était une ère totalement foirée, même si moi j'ai toujours trouvé super audacieux que ce mec-là ait promu un album, il était là pendant toute la promo, et que maintenant que ça s'est mal passé, il vient nous expliquer dans une longue lettre combien il trouve que l'album est nul, mal écrit. Dans la plainte même, il y a des rimes qu'il cite en disant regardez comment c'est mal écrit. Et je me suis vraiment dit à ce moment-là que ce gars-là, si Chance était Moïse, lui c'est vraiment Judas. Franchement, c'était très bas, mais c'est à partir de là, parce que c'était son entrée dans les années 2010, que vous avez vu que Chance the Rapper a quasiment perdu toute crédibilité. La dernière fois, je me rappelle qu'il avait été cité juste par Ice Spice et tout de suite, il se demandait si elle se foutait de sa gueule. Il est complètement devenu invisible sur le monde du hip-hop juste à partir de cet album-là et du fait que finalement, il ne correspondait pas à certains codes qui régissent une partie du rap game mainstream US. Mais ça, c'était jusqu'à fin 2023. Récemment, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo de Chance the Rapper qui a commencé à buzzer. Et cette vidéo-là, c'est Chance the Rapper qui est avec des meufs sur une plage et il est en train de twerker, les meufs twerkent sur lui. Et quand la vidéo apparaît sur Internet, il y a un gros buzz. Le premier buzz, c'est les gens qui disent « Ah, franchement, Chance the Rapper trompe sa femme et tout et tout et tout. » Ça, c'est beaucoup de femmes. Et il y a l'autre côté qui dit « Chance the Rapper est revenu !» Le fait que cette vidéo-là, on le voit en train de se comporter finalement comme les rappeurs des clips de rap et plus comme un gars qui est à la maison en train de prier, bah, ça fait penser à quelque chose et ça rappelle le fait que finalement ces gens-là ne l'ont pas totalement abandonné sur le fait qu'ils ne pensent pas que ce soit un bon rappeur, même si peut-être que certains ont mis le côté où il était une fraude, mais ils l'ont quand même abandonné aussi parce que ce message trop positif, trop lisse, ne correspond pas aux valeurs qu'ils veulent dans le rap game. Mais mieux encore, Chance the Rapper vient d'annoncer quelques mois après cette vidéo qu'il va divorcer. Et quand j'ai vu que Chance the Rapper va divorcer et que la nouvelle faisait le buzz sur Internet, je me suis dit, est-ce que le fait qu'il divorce ne va pas lui redonner, s'il fait un album plus street dans l'idée, parce qu'il ne peut pas être trop street non plus, quelque chose dans une communauté qu'il a perdu sur la base de ce qu'il est. Mais bon, nous arrivons donc à la fin de cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de Chance the Rapper, de sa carrière. Et franchement, soyez honnêtes, parce qu'aujourd'hui, je sais que vous allez tous vouloir faire en mode ouais, il n'était rien du tout. Non, franchement, pendant un certain temps, on se disait vraiment que ce mec serait une des grosses figures du hip-hop. Il avait une exposition de fou. Quand vous regardez les chiffres de ses mixtapes, c'est fou. Quand vous regardez même les chiffres de ses vidéos sur YouTube, des vidéos juste écoutées, vous voyez des 100 millions de vues. Il avait une écoute de fou. Et il avait quand même un schéma qu'on peut respecter, en fait. Le gars avait quand même pensé au fait de se dire je vais vous vendre des vinyles, je ne vais pas passer par les majors, je vais essayer de m'en sortir seul. Alors, bien évidemment, on se rend compte après que c'est pas un garçon qui a grandi dans la rue, c'est un garçon de plutôt bonne famille, des liens avec des Obama et ce genre de choses, mais il a quand même apporté certaines pistes dans le game et vous avez vu la fin de sa carrière qui se termine quand même sur le fait de faire un album qui est moins apprécié musicalement que les précédents, mais surtout, et ça c'est peu banal, qui est critiqué sur le fait d'être extrêmement positif, extrêmement niais par rapport à ce que son public attendait de lui, parce qu'il a construit un public sur des albums que moi j'écoute toujours comme Acid Rap, Coloring Book que j'aime beaucoup. Après, je suis toujours très honnête avec moi-même par rapport à Chance the Rapper. Je suis un gros fan de Kanye West. Bah, Chance the Rapper étant très très inspiré de Kanye West, des fois j'écoute parce que voilà, il m'a séduit un peu par rapport à ça et parce que les Under Flowery étaient sur mon chemin. Est-ce que je l'aurais apprécié de la même façon à une autre époque? Je ne suis pas sûr, mais je pense que la qualité de ses projets, en tout cas les 3 premiers, est quand même indéniable. Maintenant, j'attends d'avoir vos avis sur sa fin, sur sa chute, est-ce qu'il peut faire un comeback, sur ce qui a été dit pendant sa chute. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Donnez-moi aussi vos chansons préférées de Chance the Rapper, ça m'intéresse. Sur chaque album même d'ailleurs, ça m'intéresse. Et on se retrouve très certainement très vite pour une nouvelle vidéo.